En tout cas, je te remercie, c'était très bien. Alors, je passe tout de suite la parole au professeur Tazi Zaelek Amel, qui est chef de service de cardiologie à l'hôpital universitaire de Cheikh Zayed à Rabat et qui est bien sûr cardiologue et bien sûr professeur de rythmologie interventionnelle. À toi la parole, Amel, tu vas nous parler du syndrome de VPV en 2020, quelle sera sa prise en charge? Alors, merci beaucoup. Je remercie d'abord l'assistance pour sa patience et pour son assiduité, ainsi que l'ensemble du comité de l'AMCAR. Et donc, sans plus tarder, je vais tout de suite donc aborder le sujet du thème donc du syndrome de Wolff-Parkinson-White en 2020. Donc, quelle prise en charge proposer? Alors, très brièvement, quelques petits rappels nosologiques. Donc, pour vous rappeler que le syndrome de Wolff-Parkinson-White est un terme que l'on réserve aux patients qui présentent des crises de tachycardie ou des symptômes en association avec des anomalies électrocardiographiques que vous connaissez tous, à savoir un intervalle PR court, un QRS élargi et une onde delta de préexcitation. Alors, en dehors de ce contexte-là, on parle plutôt d'un pattern ou d'un aspect de VPV. Donc, comme vous le savez, le VPV, c'est la persistance d'un vestige embryonnaire sous la forme d'une connexion musculaire accessoire qui connecte donc les oreillettes au ventricule dans sa forme la plus typique. Alors, sa prévalence, elle est assez faible, c'est vrai, elle ne dépasse pas 0,25% des cas, mais elle est très probablement sous-estimée par le fait que probablement on passe à côté de toutes les formes atypiques, des formes intermittentes et des formes asymptomatiques. Alors, le véritable danger qui est posé par le syndrome de Wolff-Parkinson-White, il est principalement lié au passage en fibrillation atriale, laquelle, donc en présence d'une voie accessoire ultra rapide, va conduire en 1 sur 1 dans le ventricule et donc est susceptible de précipiter le patient vers la fibrillation ventriculaire. Donc, au-delà de la simple curiosité électrocardiographique que suscite le syndrome de Wolff-Parkinson-White. Donc, c'est une pathologie qui nous pose un certain nombre de pièges diagnostiques et qui va soulever un certain nombre de problématiques thérapeutiques dont la méconnaissance peut mettre en jeu le pronostic vital du patient. On va donc essayer de voir quelle est l'approche diagnostique et thérapeutique à la lumière des recommandations européennes de 2019. Alors, le diagnostic de VPV peut se faire à n'importe quel âge. Alors, en effet, dans la population pédiatrique, la préexcitation ventriculaire peut être retrouvée dès la période néonatale, mais ce qu'il faut savoir, c'est que près de 35 jusqu'à 50% de ces préexcitations peuvent disparaître au-delà de la première année. Alors, autrement, les patients peuvent observer une période de latence clinique suffisamment prolongée, tandis que d'autres vont faire des crises de tachycardie, le plus souvent bénignes. Mais, dans sa forme la plus extrême, le syndrome de VPV peut se manifester par une fibrillation atriale préexcitée à conduction rapide et dans la forme la plus extrême, le patient peut faire une mort subite qui peut être le premier élément révélateur de la pathologie. Et donc, vu tout ce contexte et ce polymorphisme clinique, je pense qu'il est très intéressant de pouvoir identifier les sujets à risque pour pouvoir discuter d'une ablation et permettre ainsi d'améliorer le pronostic de nos patients. Alors, quelles sont les variantes anatomiques? Elles sont nombreuses, mais dans sa forme la plus typique, c'est-à-dire le quinte classique, eh bien, cette connexion musculaire connecte les oreillettes au ventricule et se caractérise par une conduction qui est dite non décrémentielle, qui obéit à la loi du tout ou rien. Elle est le plus souvent bidirectionnelle, mais elle peut, dans certains cas de figure, conduire uniquement dans la conduction dans le sens rétrograde, ce qui définit ainsi ce que l'on appelle les quintes cachées. Alors, à côté de ce polymorphisme clinique, eh bien, le syndrome de VPV se caractérise également par son polymorphisme électrocardiographique. Donc, sur un tracé ECG en rythme sinusal, eh bien, on peut voir une préexcitation dont le degré est plus ou moins manifeste. Donc, pourquoi? Parce que tout simplement, le QRS de surface, eh bien, c'est un QRS qui résulte de la dépolarisation simultanée, aussi bien par les voies de conduction nodolicienne que par la voie accessoire qui elle-même dépolarise le ventricule. De ce fait, le degré de fusion observé sur le CG de surface va dépendre ainsi de plusieurs paramètres. Il va dépendre tout d'abord de la période réfractaire antérograde de la voie accessoire. Il va dépendre aussi de la qualité de la conduction au niveau du auriculo-ventriculaire
et il va aussi dépendre de la localisation de la voie accessoire par rapport au nœud AV. Je vous rappelle que, par exemple, dans les voies accessoires qui sont latérales gauche, donc qui sont très loin du nœud auriculoventriculaire, le plus souvent, quand on fait un ECG, la préexcitation est mineure, voire même inexistante sur le CG de surface. Et c'est la raison pour laquelle un ECG normal n'exclut en rien une voie accessoire. Alors, le syndrome de VPV se manifeste en général par des crises de tachycardie, dont le mécanisme principal est un mécanisme de réentrée, lequel nécessite pour pouvoir exister deux voies de conduction représentées par le nœud auriculoventriculaire, la voie accessoire, et toutes les deux partagent des vitesses de conduction et des périodes réfractaires différentes. Et le plus souvent, la crise de tachycardie est déclenchée soit par une extrasystolie atriale ou une extrasystolie ventriculaire. Alors, dans sa forme la plus fréquente, le syndrome de VPV se manifeste par des crises de tachycardie orthodromique. Donc, les tachycardies orthodromiques, ce sont des tachycardies à QRS fin qui descendent d'abord par les voies de conduction nodoïtienne et qui remontent par la voie accessoire. Donc, ces tachycardies, étant donné que ce sont des tachycardies à QRS fin, eh bien, elles posent essentiellement un problème de diagnostic différentiel avec les autres types de tachycardie supraventriculaire, notamment la tachycardie parientrale intranodale et la tachycardie atriale. La deuxième forme de manifestation du VPV, c'est la tachycardie antidromique qui, elle, est heureusement donc pas très fréquente. Alors, elle se caractérise donc par un cheminement donc, de la tachycardie d'abord par la voie accessoire, puis elle remonte par les voies de conduction nodoïtienne, posant ainsi le problème de diagnostic différentiel avec les tachycardies ventriculaires. Enfin, dans sa forme la plus extrême, le syndrome de VPV peut se manifester également sous la forme d'une fibrillation atriale préexcitée. Et nous le savons tous, cette forme est une véritable urgence thérapeutique et il faut y penser à chaque fois que vous êtes confronté à un patient qui présente une tachycardie à QRS large et qui est très irrégulière. Alors, en effet, même si l'on peut croire que la fibrillation atriale est plus l'apanage du sujet adulte et des patients beaucoup plus avancés, eh bien, la plupart des études montrent que l'incidence de la fibrillation atriale n'est pas aussi bénigne dans la population des adultes, des adolescents et des jeunes. Et c'est la raison pour laquelle ce risque d'AFA, on peut dire qu'il concerne tous les âges. En particulier, Wellens a défini principalement des facteurs de risque de fibrillation atriale, notamment chez le sujet jeune, en présence d'un tonus adrénergique, en particulier chez le sujet sportif, et chez les patients qui présentent des voies accessoires multiples que l'on retrouve fréquemment chez les enfants. Alors, quel est le mécanisme de cette EFA? Il y a trois hypothèses qui ont été soulevées. Donc, il peut s'agir soit d'une vulnérabilité atriale ou d'une réactivation atriale précoce, et c'est ce que l'on voit le plus souvent dans les voies accessoires multiples où l'onde d'activation passe donc d'une voie à une autre. Et enfin, comme troisième mécanisme, c'est le remodelage atrial qui est la conséquence du retentissement hémodynamique de la tachycardie. Donc, l'AFA préexcitée, c'est la forme la plus ultime que l'on redoute le plus. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'elle n'est pas uniquement retrouvée chez les patients qui sont symptomatiques. Et dans ce papier qui date déjà des années 90, les patients, même totalement asymptomatiques, peuvent faire comme première manifestation une fibrillation atriale préexcitée. Donc, comme vous l'avez vu, donc le syndrome de VPV se caractérise par son polymorphisme clinique, par ses nombreuses variantes anatomiques et par son polymorphisme électrocardiographique, avec, dans les cas extrêmes, parfois un risque de mort subite qui peut être la première manifestation de la pathologie. Et c'est la raison pour laquelle la stratification du risque rythmique dans la population des patients ayant une préexcitation ventriculaire est d'une importance capitale, puisqu'elle va permettre un petit peu d'orienter la stratégie thérapeutique, soit vers une abstention thérapeutique avec un simple suivi clinique, ou plutôt, dans les cas extrêmes, vers un traitement radical grâce aux techniques ablatives. Et pour ce faire, donc, on va tout simplement se pencher sur les dernières recommandations européennes de 2019, qui sont extrêmement agréables à lire, et au niveau desquelles le message des recommandations est très clair. Donc, depuis 2003, l'ablation a véritablement pris une place de plus en plus importante dans le traitement des arythmies, aussi bien des arythmies supraventriculaires que des arythmies ventriculaires,
alors même que les antiarythmiques, dont on connaît le mécanisme d'action de mieux en mieux, voient leur cote de confiance, on va dire, diminuer un petit peu en raison de leur index thérapeutique qui est assez étroit. Alors, je vous fais référence à cet article parce qu'en plus de l'importance du développement des techniques ablatives, eh bien, le progrès concerne également l'expérience des opérateurs avec un taux de complication qui, le plus souvent, ne dépasse pas 2%. Alors, quelle stratégie de prise en charge dans le syndrome de VPV? Eh bien, lorsque l'on reçoit un patient en tachycardie, en dehors d'un contexte d'instabilité hémodynamique, il ne faut pas s'exciter et essayer de réduire rapidement la tachycardie. Il faut se mettre dans de bonnes conditions. Il faut faire un ECG 12 dérivation de bonne qualité. Il faut monitorer le patient, faire un ECG donc percritique pour une bonne analyse après. Et puis, on peut commencer les manœuvres vagales avec en l'occurrence la manœuvre de Valsalva modifiée qui est assez simple à faire et qui consiste à demander au patient de souffler dans une seringue de 10 cc, l'objectif étant de faire pousser le piston. Alors, que disent les recommandations dans le traitement de la crise? Alors, dans le cas où on se trouve chez un patient qui a déjà une préexcitation documentée sur le CG de base ou en cas d'exploration électrophysiologique endocavitaire préalable, eh bien, en dehors de l'instabilité hémodynamique où le traitement de première intention doit être la cardioversion électrique, eh bien, la première étape, c'est la manœuvre vagale. La manœuvre vagale doit être systématiquement réalisée avant d'envisager autre chose. Alors, en cas d'échec des manœuvres vagales, et dans le contexte où on est dans le contexte d'une tachycardie jonctionnelle, eh bien, on peut éventuellement arrêter la crise de tachycardie par de l'adénosine. Mais là encore, c'est un test qu'il ne faut pas faire dans n'importe quelle condition. Il faut se mettre dans de bonnes conditions avec un défibrillateur à proximité parce que lorsque l'on fait une injection d'adénosine, il est possible que l'on favorise après l'injection donc un possible passage en fibrillation atriale, lequel peut être conduit par la voie accessoire et précipiter le patient vers la fibrillation ventriculaire. Alors, en cas d'échec donc des manœuvres vagales et de l'adénosine, et dans le contexte d'une tachycardie orthodromique, eh bien, on privilégiera plutôt les bloqueurs du nœud auriculo-ventriculaire, avec notamment les inhibiteurs calciques et les bêta-bloquants. Alors, à l'opposé, si le patient présente plutôt une tachycardie antidromique, eh bien, on préférera plutôt les bloqueurs de la voie accessoire, avec un certain nombre de thérapeutiques tels que le procaïnamide, qui n'est pas disponible ni au Maroc ni en Europe, ou à défaut de la flécaïne en injectable. Et bien évidemment, en cas d'échec de ces traitements médicamenteux, eh bien, la cardioversion électrique doit être privilégiée. Alors, je soulignerai juste que même dans les recommandations actuelles, l'amiodarone figure vraiment en dernière intention, c'est-à-dire en recommandation de classe 2B. C'est une alternative thérapeutique qui doit être laissée en dernière intention. Alors, qu'en est-il par rapport à la FA précitée? On l'a cité précédemment, donc c'est une urgence thérapeutique et donc la cardioversion électrique doit être réalisée dans les plus brefs délais. Et je pense que c'est le message le plus clair qu'il faut faire passer aux urgentistes et aux médecins de garde lorsqu'ils reçoivent des patients dans ces conditions. Alors, les recommandations européennes sont, on va dire, un petit peu plus souples en prenant en considération l'état hémodynamique du patient. Et si l'état hémodynamique du patient le permet, les auteurs des recommandations préconisent plutôt d'abord une tentative de cardioversion médicamenteuse, mais comme vous le savez, ces thérapeutiques ne sont pas disponibles. Donc, dans notre contexte, le message à faire passer, c'est en cas de FA précité, eh bien, il faut absolument faire une cardioversion électrique dans les plus brefs délais. Autre message très important que l'on retrouve dans les recommandations, eh bien, l'amiodarone est strictement contre-indiqué dans la fibrillation atriale précitée. Alors, pour cause, plusieurs articles ont en effet décrit des cas de patients pour lesquels on a tenté de faire une cardioversion par amiodarone, mais en fait, il se trouve que l'amiodarone, lorsqu'elle est injectée en phase aiguë, celle-ci peut faciliter la conduction antérograde à travers la voie accessoire et donc ainsi précipiter le patient vers la fibrillation ventriculaire. Alors, quel traitement proposer sur le long cours? Eh bien, si le patient fait des crises de tachycardie symptomatiques et récurrentes, le traitement de choix reste l'ablation. Et les recommandations ont très largement démontré la place de l'ablation
dans le traitement des tachycardies supraventriculaires et notamment du VTV. Alors, le taux de succès est extrêmement réconfortant puisqu'il avoisine donc 92 jusqu'à 95%. Les récidives, certes, elles sont de 8%. Elles ne sont pas forcément liées à la technique, mais elles sont parfois liées aux difficultés, on va dire, anatomiques, telles que certaines localisations, notamment les voies accessoires latérales droites, ou plutôt certaines voies accessoires de localisation dangereuses, notamment les voies accessoires mid-septales. Mais le plus important, c'est tout de même de rappeler que les techniques ablatives sont actuellement des techniques qui sont mûres, qui sont safe, avec un taux de complication qui avoisine à peu près 1,5%. Dans le cas où le patient refuse le traitement par ablation ou chez les patients qui sont très peu symptomatiques, eh bien, dans le contexte de la tachy orthodromique et en l'absence de préexcitation sur le CG de base, eh bien, là encore, c'est les bloqueurs du nœud AV. Tandis que dans la tachycardie antidromique, on privilégiera plutôt les antiarythmiques qui agiront sur la période réfractaire de la voie accessoire. Donc là encore, les recommandations sont formelles. Il n'y a plus de place pour la myodarone et pour le sotalol. Donc ces antiarythmiques sont des antiarythmiques dont l'effet pro-arythmogène peut être véritablement fatal dans le contexte du syndrome de VPV. Alors qu'en est-il par rapport à la préexcitation asymptomatique? Alors en effet, donc une très large population de patients peut n'observer aucun événement rythmique pendant toute sa vie et seulement 20% des patients développeront une arythmie, soit sous la forme d'une réentrée sur voie accessoire dans 80% des cas et dans 10 à 20% des cas, certains pourront faire de la fibrillation atriale préexcitée et c'est ce que l'on redoute le plus. Alors dans les séries historiques, le risque de mort subite que l'on retrouve un petit peu dans la plupart des papiers, il est très faible, comme en témoigne cette méta-analyse. Mais il apparaît que ce risque de mort subite, lorsqu'il est ajusté à la population étudiée, eh bien, ce risque de mort subite est différent. En effet, donc, dans la population des patients, dans la population des enfants avec cardiopathie congénitale, eh bien, ce risque de mort subite peut aller jusqu'à 5 à 10%. De la même manière que lorsque l'on individualise une population de préexcitation asymptomatique avec des critères de gravité, eh bien, ce risque de mort subite monte et grimpe jusqu'à 7%. Alors, faut-il explorer les préexcitations asymptomatiques et comment? Eh bien oui, il faut les explorer. Il a fallu attendre 2003 avec ce papier de Papone, donc, qui est une équipe italienne, qui a testé l'hypothèse selon laquelle l'ablation prophylactique dans la population des patients qui ont une préexcitation asymptomatique et à haut risque serait supérieure à un suivi clinique. Donc, pour vous résumer un petit peu le travail, donc, ils ont isolé une population de patients ayant une préexcitation asymptomatique. Ils ont défini comme étant les patients à haut risque, c'était des patients âgés de moins de 35 ans et avec une arythmie inductive. Et ensuite, ils les ont randomisés en deux groupes. Un groupe a bénéficié d'une ablation et un groupe a bénéficié d'un suivi clinique. Eh bien, les résultats de cette étude, au terme de 5 ans, sont très clairs. L'ablation prophylactique des patients qui sont jugés à haut risque a permis en effet de réduire le risque d'événements rythmiques de manière significative avec une proportion de 92%. À l'opposé, les patients qui ont bénéficié uniquement d'un suivi clinique, eh bien 60% d'entre eux ont fait un événement rythmique, dont un a fait une fibrillation ventriculaire réduite par choc électrique. Donc, ce papier a marqué un véritable tournant dans la prise en charge des préexcitations asymptomatiques. Et depuis cette date, les recommandations ont été un petit peu modifiées. Et c'est la raison pour laquelle, actuellement, l'exploration électrophysiologique des patients asymptomatiques paraît être une étape incontournable pour la stratification du risque rythmique. À l'opposé, donc grâce à l'exploration électrophysiologique, eh bien, les patients pour lesquels on n'arrive pas à induire d'arythmie, eh bien, ces derniers semblent être des patients à moindre risque pour lesquels l'ablation prophylactique n'a pas de place. Alors, dans ce papier, qui est également un papier très intéressant, les auteurs ont en fait essayé de démontrer quel était l'impact d'une préexcitation intermittente sur le pronostic des patients. Et en effet, donc en dépit d'une mauvaise conduction antérograde à l'état basal, eh bien, les patients
au décours de leur vie, peuvent améliorer la conduction à travers la voie accessoire au décours d'un passage en fibrillation atriale, qu'elle soit spontanée ou induite. Et donc, en fait, ce papier est extrêmement intéressant parce qu'il casse un petit peu ce paradigme selon lequel la préexcitation intermittente est une préexcitation bénigne. Eh bien non. Donc, la préexcitation intermittente ne doit plus être considérée comme étant une préexcitation à bas risque. Et les tests non invasifs que l'on fait, à savoir notamment le Holter ECG et l'épreuve d'effort, ne sont pas suffisants pour pouvoir évaluer la conduction rapide à travers la voie accessoire. Autre élément qui a été souligné par cet article, grâce à l'exploration électrophysiologique, on peut en fait tester la sensibilité catégorgique de la voie accessoire, chose qui fait totalement défaut dans les tests non invasifs. Donc, le message à faire passer, il faut absolument faire une exploration électrophysiologique pour pouvoir véritablement stratifier le risque rythmique des préexcitations asymptomatiques et intermittentes. Alors, que disent les recommandations? Alors, les recommandations sont formelles sur l'indication de l'exploration électrophysiologique chez tous les patients qui souhaitent avoir une pratique sportive, en particulier le sport de compétition et les athlètes, et toutes les professions à risque. Pour les autres patients, eh bien, l'exploration à visée justement de stratification du risque est tout à fait raisonnable et discutable. Par contre, les tests non invasifs, en particulier le Holter et l'épreuve d'effort, ils peuvent être considérés, mais ils ne sont pas suffisants pour pouvoir juger de la dangerosité de la voie accessoire. Et donc, au terme de cette exploration, une fois qu'on a identifié les patients à haut risque, eh bien, l'ablation est une indication formelle. Et là, donc, il faut absolument s'acharner à convaincre le patient. Il a un très haut risque de mort subite, en particulier si on arrive à induire une arythmie, s'il présente des voies accessoires multiples, s'il fait de la fibrillation atriale induite pendant l'exploration ou s'il a une période réfractaire antérograde extrêmement courte. Et les recommandations vont même plus loin. Ils proposent même de discuter l'ablation chez les patients à bas risque, mais là encore, il faut plutôt peser donc le bénéfice et le risque entre une procédure invasive et l'abstention thérapeutique. Donc, je terminerai juste par le volet de la préexcitation dans le contexte de la pratique sportive. Donc, vous savez tous que le sport est une situation adrénergique particulière qui, en elle-même, expose un risque rythmique du patient. Et donc, surajouté au contexte de la préexcitation, le risque est encore plus important. Et c'est la raison pour laquelle tous les patients sportifs doivent bénéficier d'une exploration électrophysiologique endocavitaire avec des tests aussi bien à l'état basal que sous isoprène. Alors, au terme de cette exploration, eh bien, l'ablation doit être obligatoirement proposée pour tous les patients qui sont symptomatiques, tandis qu'elle est recommandée mais non obligatoire pour les patients ayant des préexcitations asymptomatiques. Enfin, si le patient a des critères électrophysiologiques de bas risque, c'est-à-dire une période réfractaire qui ne conduit pas bien et en l'absence de tachycardie inductive, eh bien, il paraît raisonnable de suivre le patient annuellement sans pour autant proposer une ablation prophylactique. Voilà, donc je terminerai juste par dire que le syndrome de VPV, c'est l'une des affections cardiovasculaires qui expose au risque de mort subite que l'on peut éviter grâce à un dépistage et une identification des sujets à risque. Alors, tout VPV doit être exploré, même les patients asymptomatiques et en particulier la population des athlètes, des sportifs de compétition et les professions à risque. Dans le contexte particulier de l'enfant, le plus souvent, le traitement médical fait bien l'affaire, mais dans le contexte, mais en cas d'échec ou de mauvaise tolérance du traitement médical, eh bien, l'ablation pourra être discutée à partir de l'âge de 12 ans. Et donc, je terminerai juste pour rappeler que le sport est une situation à très haut risque. Et si vous êtes amené à faire des certificats de non-contre-indication de sport, il est important de pouvoir évaluer votre patient en collaboration avec un rythmologue, car ce sont des patients qui sont à très haut risque et la prescription doit être bien réfléchie.